Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. How dare you! How dare you, vous avez entendu le cri d'alarme de Greta Thunberg. Et oui, Greta Thunberg qui est passée sans transition des verts paradis, des amours enfantines et écologiques à la croisière. Non, je suis méchant. C'est ce qui passe à la croisière en Méditerranée, sur Gaza, etc. Greta Thunberg, c'est intéressant, mais là, je vais vous dire, je suis dans tous mes états parce que je sais pas ce qui va se passer, la police est dehors, je reçois un écolo-traître. Vous savez que les écolo-traîtres, quand même, moi, j'aime pas. Hein, ça m'embête. On m'a dit, mais comment tu reçois Bertrand Alliot Alors, pourquoi je reçois Bertrand Alliot ? Parce qu'il a écrit un livre qui est un très bon appel, je dirais, à une certaine raison sur ce qu'il y a eu sur l'écologie. Personne n'est contre l'environnement, personne n'est pour la pollution, personne n'est pour, évidemment, que la Terre soit plus propre et que les radiations soient moins fortes, etc., etc. Mais quand ça dérape, quand l'écologie devient religion, devient dogme, devient inquisition, qu'est-ce qui se passe ? Voilà pourquoi l'écolo-traître Bertrand Alliot est convoqué et il va nous dire qu'on prend l'incroyable écologie. Alors, d'abord, Bertrand Alliot, je voudrais demander d'où vous parlez pour parler d'écologie. Ah, c'est une très bonne question. Merci de me recevoir d'abord. Écoutez, depuis l'enfance, je suis un passionné des oiseaux en particulier. Et donc de la nature. Donc je suis un naturaliste amateur. Et j'ai milité longtemps dans des associations de protection de la nature et de l'environnement, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux. Pendant 15 ans, j'étais au conseil d'administration de cette grande association, la plus grande pour la protection de la nature en France. Oui. Et puis, progressivement, il y a quelques... Et dès que vous étiez très jeune, ça. Ah oui, très, à 12 ans, j'ai adhéré au centre ornithologique d'Auvergne. Je suis toujours auvergnat, mais voilà, je suis monté à Paris, comme beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment milité pour protéger notamment la biodiversité. Mais à un moment donné, j'ai un peu basculé parce que l'écologie était en train de, de déraisonner. C'est-à-dire qu'il y a un catastrophisme exacerbé aujourd'hui. On nous annonce la fin du monde sans arrêt. Et puis, vous l'aviez dit avec Greta Thunberg, l'écologie a tendance à se marier avec des causes qui n'ont rien à voir avec l'environnement, n'est-ce pas ? Et donc, je pensais qu'il était temps d'avoir un autre discours que celui qu'on entend habituellement, parce qu'il y a tellement de raisons de se réjouir. Je crois qu'on n'en est pas au début de la fin du monde sur les questions écologiques. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles un danger nous menace. Mais ce n'est pas, en tout cas, l'apocalypse, justement, l'apocalypse verte, comme on dirait, ou ce n'est pas cette apocalypse-là qui doit nous faire le plus peur. Mais justement, je voudrais rentrer dans le vif du sujet, Bertrand Alliot. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé au point où, par exemple, je le rappelle et je le redis, la patronne de, je n'ai pas mis le sonore là, mais la patronne de Radio France a dit, attendez, nous on est ouvert à tout, on peut parler de tout, il n'y a aucun problème, le service public, surtout je rappelle payé par le contribuable français, mais enfin bon, sauf du réchauffement climatique. Il ne s'agit pas de mettre en question, mais même si, est-ce qu'on n'est pas là pour mettre en question tout ? Les choses, enfin, en tout cas, non, on ne peut pas. Et quand je parle du réchauffement climatique, je parle du reste, je parle du CO2, comme le CO2 était un poison violent, etc., etc. Qu'est-ce qui a fait, alors vous avez suivi ça, justement, qu'est-ce qui a fait que, partant de très bonnes intentions, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, qu'est-ce qui a fait que ça a muté comme ça ? Et à votre avis, quand et comment ça a muté ? Bon, en fait, alors, la mutation, l'écologie a toujours été la même. J'explique toujours ça. C'est que l'écologie, c'est quoi ? C'est un mouvement qui estime, c'est ce que je raconte dans le livre, qui estime qu'il y a une crise existentielle de l'humanité. À partir du moment où vous avez fait un tel diagnostic, vous devez mettre en place des politiques de salut public. Ouais. Il y a une logique derrière tout ça. C'est-à-dire l'humanité est mourante, elle risque de disparaître. Ouais, ou la civilisation. La civilisation, etc. Donc il faut un comité de salut public, ou presque. Nous sommes dans une guerre, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, un conseil de guerre écologique, l'État français a créé ça. Ça s'appelle le conseil de guerre écologique, non oui, c'est le même type que le conseil de guerre pour la vraie guerre. Ouais. Et donc ça, c'est assez fascinant. Donc ça veut dire qu'on a fait du sujet environnemental une question de vie ou de mort.
voyez ? L'environnement, c'est quoi ? C'est je m'occupe des pollutions, des risques, des nuisances. J'essaie de les corriger d'une certaine manière. Non, l'écologie, c'est comment c'est le salut de la société. Comment je me sors de ce que la mort nous attend. Et donc ça, évidemment, avec un raisonnement comme ça, eh bien, vous mettez l'écologie ou le thème environnemental au-dessus de tout. Puisque sinon, on va... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question de vie ou de mort, comme on dit. Voilà. Et donc, quand vous disiez quand ça a changé, ce qui a changé, c'est pas l'écologie. Disons que c'est sa réussite incroyable, notamment au niveau des élites. Des élites politiques, des élites, genre, je dirais, de toute forme d'élite, aussi médiatique. Parce qu'aujourd'hui, l'écologie, ce diagnostic de crise existentielle, il est repris absolument par tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des politiques quand même assez radicales. Quand vous voyez qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050, oui. C'est absolument spectaculaire. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. pas. 25 ans, oui. Donc ça, il y a vraiment une forme de radicalité derrière ça. Vous avez vu aussi les moteurs thermiques, les aides à feu, enfin tout ça procède de la même chose. Et non mais la question que je peux la poser autrement, quand l'écologie ouverte s'est transformée en écologie punitive, c'est-à-dire si vous ne faites pas ça, voilà ce qui vous arrive. Donc on a commencé à édicter des lois, des normes, etc. Alors pour moi, l'écologie a toujours été punitive d'une certaine manière, parce que pour s'en sortir, il faut organiser une grande politique de sobriété. Mais le thème qui a véritablement fait changer de statut l'écologie, c'est le thème du changement climatique. En fait, avant, il y a eu d'autres crises. Vous vous rappelez peut-être, André, il y avait la crise sur la couche d'ozone. Oui, absolument. Le fameux trou dans la couche d'ozone. C'était colossal comme crise. Oui, je veux dire, on entendait parler matin, midi et soir. Vous voyez, il y a eu les pluies acides. Plus acide, absolument. Donc l'écologie a toujours développé des crises. Mais c'est avec les politiques climatiques, l'histoire climatique, qu'en fait, on a réussi que les écologistes ont réussi à faire monter la panique au niveau de la société entière, et notamment, encore une fois, des élites. Oui, alors justement, c'est intéressant que vous le racontez dans votre livre. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, est-ce que ça a été quelque chose d'organisé ? Je ne dis pas que c'est un complot, il ne faut pas rentrer dans les théories complotistes, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce qu'ils se sont dit, ces braves, alors, ceux qui prônaient cette écologie, attention, de salut public, et sinon c'est la fin du monde, qui prenaient ça et qui disaient attention, si on ne fait pas ça, on est fichu, on est mort. Je me rappelle d'ailleurs que, ça ne me rajeunit pas, mais en 1980 et autres, à la télévision, on entendait qu'en l'an 2000, c'est fichu. Hein. Je veux dire, 20 ans après, moi je me rappelle très bien de speakers, ou ce qu'on les appelait à l'époque, journalistes, mais parlant à la télévision, en disant en 2000, on est mort. Parce que, voilà, la Terre va brûler, etc. Le Club de Rome aussi, qui avait dit... Le Club de Rome, croissance zéro et compagnie. Donc, il y avait la décroissance, il y avait le fait que, attention, le CO2, voilà. Et surtout, alors, qu'est-ce qui a fait que ça a gagné les gens ? Est-ce que c'est politique, idéologique ou quoi ? Qu'est-ce qui a fait que ça a gagné l'élite mondiale ? C'est vraiment idéologique, évidemment. D'abord, il y a eu la création du GIEC. Ça a été une étape très importante, où en fait, on a mis le sceau de la science sur le diagnostic de crise. Avant le diagnostic de crise, on le critiquait, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors on le réglait d'ailleurs, parce qu'avec des solutions simples, on arrivait à régler le problème. Mais aujourd'hui, on a un GIEC, si vous voulez, qui disent la crise n'est pas discutable puisqu'elle est d'une certaine manière scientifique. C'est ce que dit Radio France. Radio France dit non seulement on ne peut pas parler vraiment du changement climatique, mais surtout il dit on ne peut pas remettre en cause le fait qu'il y ait une crise climatique. Or, on pourrait dire il y a un changement climatique sans pour autant penser qu'il y a une crise climatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien non. Donc on est tombé dans des formes effectivement de religion. Mais, au début, je vous ai dit que l'écologie, c'était faire de l'environnement une question de vie ou de mort, et donc poser la question du salut. D'accord ? À partir du moment où on pose cette question-là, où on est dans cette dynamique, on rentre forcément dans un phénomène religieux. Parce que qu'est-ce qui pose la question du salut ? C'est la religion, finalement. Bien sûr, ou l'idéologie qui est une forme, qui a des aspects religieux, si vous voulez. Le marxisme n'étant qu'une adaptation laïque du messianisme, évidemment. Enfin, de l'autre messianisme, mais beaucoup d'autres aussi. C'est-à-dire, au fond, c'est la fin du monde, c'est attention, pour éviter la fin du monde, il faudra faire ça, et ça, et ça, et ça. Oui, et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin, c'est que ce diagnostic de crise, il sert essentiellement, c'est pour ça qu'il est sacralisé, c'est qu'il sert à développer ensuite un discours sur les êtres humains,
sur la fin du monde, etc. Un discours eschatologique. Et en fait, pour que ces discours eschatologiques de fin du monde et de rédemption, etc., existent, il faut qu'il y ait un diagnostic de crise. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir Jésus, il a fallu Judas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mal crée finalement une aventure vers le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut le mal, il faut montrer le mal, il faut le positionner. Voilà, et là c'est la crise. Le mal, c'est finalement cette crise écologique qui est devenue indiscutable. Pourquoi elle est devenue indiscutable? Pourquoi elle est un dogme? Parce qu'elle protège le discours sur le salut. Donc c'est là où on est dans la religion, et on se rend compte qu'on est dans la religion parce qu'on ne peut plus en parler, en fait. Vous savez que je me suis fait virer de mon... J'étais passé ici à Sud Radio pour en parler, de mon poste à l'université pour mauvaise pensée écologique, alors que j'avais un poste de direction. Quoi, si c'est pas... Oui, alors j'étais directeur de la valorisation de la recherche. On m'a promu dans un nouveau poste sur... le développement de la recherche, mais c'était un poste uniquement administratif. Je n'avais aucun... vous voyez ce que je veux dire. J'étais un exécutant, quoi. Et on vous a viré. Et on m'a démis de mes fonctions. Pourquoi? Parce que je développais en dehors de mon activité professionnelle des idées sur justement cette critique de la crise, vous voyez. Et donc voilà ce qui m'est arrivé. Il y a eu d'autres exemples sur d'autres sujets, mais l'écologie est un sujet vraiment très très, notamment à l'université française, qui est en train de se transformer, comment dire, en église, et pas seulement là-dessus. On a vu avec le woke, on a vu beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Entre autres. C'est ça. Alors justement, on va parler de votre livre, parce que vous inventoriez un certain nombre d'exemples. Je voudrais qu'on revienne sur ces exemples, montrer un peu comment s'est fait cette mutation et comment on peut aussi la combattre, parce qu'il y a des retours de balancier, et heureusement qui se font. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Oui, un écolo traître est dans le mur. Il fait paraître un livre aux éditions Salvator, et un livre que je vous recommande, parce que ça met quand même un certain nombre de choses, ça contextualise un certain nombre de choses à l'endroit. Il y a tellement de choses à l'envers en ce moment que Bertrand Alliot, comprendre l'incroyable écologie. Incroyable vraiment, ou encore une fois, je voudrais qu'on inventorie un peu les exemples parus dans votre livre, Bertrand Alliot. Par exemple, cette espèce de mutation, vous vous rappelez à un moment donné, quand on a choisi de se dire, non, maintenant, il faut comprendre que si on ne fait pas ça, c'est la fin du monde. Il n'y a pas une date. Alors, vous avez parlé du GIEC. Le GIEC, c'est dans les années 80, je crois. 80, à peu près. Mais avant ça, il y avait déjà le Club d'Orme avec... Il y a la décroissance, etc. Il y a plein de mouvements écologiques. Voilà, il y a plein de mouvements qui sont parus en même temps, presque millénaristes d'ailleurs à l'époque. Et aujourd'hui, comment ça a passé, justement, vous en parlez, dans l'élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit même scientifique, enfin un certain nombre de scientifiques, alors beaucoup contestent cela, mais un certain nombre ont embrassé la religion de façon très très enthousiaste. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Il y a plein de... Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une chape de plomb, comme dans un phénomène idéologique ou religieux, donc c'est très difficile de critiquer le fait qu'il y ait une crise, encore une fois. On peut avoir un changement climatique, mais c'est pas pour ça qu'il y a la fin du monde et qu'il faut complètement aller vers des politiques de décroissance. Il faut un peu se calmer, quoi. C'est ce qu'on dit toujours. Après, il y a un certain nombre de scientifiques, mais vous savez, comment sont financées aujourd'hui la science? Il y a énormément de fonds qui vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut faire partie aussi si vous voulez avoir des crédits de recherche, il faut embrasser cette thématique-là, sinon vous n'en avez pas. Donc vous sélectionnez toujours des gens qui sont toujours dans cette forme de panique. Et les crédits de recherche sont tous ou presque orientés vers ça. Franchement, il y a beaucoup de crédits de recherche qui sont aujourd'hui consacrés à la question de la décarbonation. C'est colossal. Hein. Et vous avez aussi un enthousiasme dans la société, chez les jeunes, il faut reconnaître. Vous avez le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui vient de faire une levée de fonds absolument spectaculaire, une des meilleures qui a jamais existé. 3 millions d'euros ils ont récolté pour influencer l'élection présidentielle dans le sens de la crise écologique et dans le sens la prochaine élection présidentielle, vous voulez dire. Et ils vont mettre en place des politiques, en tout cas, ils veulent qu'il y ait des politiques de décroissance de l'économie mises en œuvre, quoi. Donc c'est un projet qui a énormément de succès. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout à l'heure, on a parlé des crises qui existaient dont on parle plus. Couche d'ozone. Aujourd'hui, c'est le climat. Mais de plus en plus, c'est quand même critiqué. Et le fait est que ça marche de moins en moins, je trouve en tout cas.
Et il y a ce qu'on appelle des crises de remplacement, dont je parle dans le livre aussi. C'est des crises de remplacement. La crise climatique est une crise qui a remplacé celle qui existait auparavant. Et aujourd'hui, vous avez la crise de la biodiversité qui arrive en force. Et très très souvent, par exemple, vous avez reçu Benoît Ritaud sur cette antenne, de plus en plus dans les conférences. À la fin, il est tout de suite interrogé sur ah oui, de la climat, d'accord, bon, c'est peut-être pas très grave, mais il y a quand même cette question de la biodiversité. Et il y a d'autres, il y a par exemple Didier Raoult qui dit un peu ça. C'est le climat, il n'y a pas de problème, mais la biodiversité, oui, vous avez Gaspard Koenig aussi, Olivier Hamon. Vous voyez, vous avez tout un tas de personnalités comme ça. Il y a quand même des problèmes qui existent aussi, on oui, ne va pas les nier. Oui, mais après, c'est comment je transforme des problèmes éventuellement existants en une crise existentielle qui nous demande, encore une fois, des politiques de salut public radicales, quoi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et sur la biodiversité, il y a énormément de bonnes nouvelles. Qu'on oublie totalement, quoi. La bonne santé des espèces de rapaces qui n'existaient beaucoup, qui étaient très très faibles. Oui, les oiseaux d'eau, tout est en train de disparaître. Les oiseaux d'eau, les ongulés sauvages, les sangliers, mais il n'y a pas que, les cerfs, les chevreuils, etc. Il y a un foisonnement assez incroyable sur certaines espèces, et d'ailleurs beaucoup d'espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc on a appris à l'école que quand c'était en haut de la chaîne alimentaire, c'est que si la chaîne alimentaire fonctionne d'une certaine manière, c'est qu'ils ont à manger, vous voyez. Donc le castor, la loutre d'Europe, qui revient absolument partout dans les rivières, et les dauphins, par exemple, on est en train d'interdire certaines choses sur la pêche. Pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'il faut améliorer toujours pour protéger l'environnement. Mais les dauphins sont de plus en plus visibles par les gens sur la côte. On voit de plus en plus de dauphins. Pourquoi ben oui, ils ont à manger, André. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est où la crise? À un moment donné, il faut... D'accord, on peut protéger des espèces, on peut mettre en place des choses, mais vous savez, les dispositions sur la biodiversité, avec ce qu'on appelle la restauration de la nature, c'est une loi européenne qui va être mise en place dans les mois qui viennent, ça peut paralyser le territoire. Alors moi, je dis, si vous voulez, que... C'est-à-dire comment ça peut paralyser le territoire? Oui, parce que vous avez... Le climat, c'est quoi? C'est la décroissance dans le temps. Puisqu'en 2050, il faut une décarbonation de l'économie. Et les histoires de protection de la biodiversité, c'est une décroissance dans l'espace. Donc c'est l'espace-temps de la décroissance. Pourquoi une décroissance dans l'espace? C'est parce que vous avez plein d'espèces dites des espèces protégées. Et donc dès que vous voulez implanter un bâtiment agricole, une usine, une route, on l'a vu avec la 69, vous allez forcément bousculer des espèces protégées. Une mésange bleue, c'est une espèce protégée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une forme de paralysie du territoire qui est en train de se former. Tout le monde vous le dira sur le territoire. C'est de plus en plus difficile de faire émerger des projets. Même des projets, c'est ça qui est fascinant. C'est comme les crises se multiplient et se succèdent, vous avez il est de plus en plus difficile de mettre en place des éoliennes ou des panneaux solaires. Les panneaux solaires ou les éoliennes, c'est censé nous protéger de la crise du climat, mais à cause de la crise de la biodiversité qui est en train de remplacer la précédente, on ne peut plus utiliser les solutions pour la crise climatique. Donc on ne peut plus rien faire si ce n'est décroître et revenir à la lampe à pétrole. C'est la seule solution. Surtout qu'on a vu l'extraordinaire, moi je dis arnaque des éoliennes. Enfin, on a vu les intermittents du spectacle éoliennes et panneaux solaires. Enfin, franchement, on a beaucoup reçu de monde là-dessus. On va continuer à en parler avec Bertrand Alliot. Effectivement, oui, il faut sauvegarder, il faut dépolluer tout ce qu'on a à dépolluer, les plastiques dans les océans, etc., etc. Mais où on fait et effectivement, qu'est-ce qui fait que ça ne devienne pas une espèce de mystique au fond, sur un fond d'hypocrisie. On va parler aussi de l'hypocrisie internationale parce que aux impasses, ça joue un rôle. À tout de suite après cette petite pause. Et je rappelle que si vous voulez intervenir, 0826 300 300 pour poser des questions à Bertrand Alliot et essayer de comprendre cette incroyable écologie. Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Si vous voulez comprendre l'incroyable écologie, lisez le livre de Bertrand Alliot qui vient de paraître aux éditions Salvatore et puis appelez-nous, 0826 300 300. Parce que le problème et le paradoxe, c'est que si vous présentez, il ne s'agit pas d'être contre l'écologie ou contre l'environnement, ce qui est une stupidité, mais il ne s'agit pas de croire aveuglément à un certain nombre de faux dogmes qui sont donnés depuis des décennies à des gens qui disent si vous ne vous comportez pas comme ça, eh bien, vous êtes mort, vous serez à l'enfer. C'est toujours l'enfer. Mais moi, ce qui me fascine aussi, quand même, ça fait partie de la chose, Bertrand Alliot, c'est que pendant qu'on dit ça, c'est l'Europe qui dit ça. C'est l'Europe, le Canada, enfin l'Europe. Disons l'Europe, un peu les États-Unis, etc., l'Occident.
Pendant ce temps-là, mais même l'Occident, non, parce que les États-Unis, c'est, allez, gaz de schiste, tant qu'on veut, l'Inde, la Russie, la Chine, qui à eux deux font 67% du gaz à effet de serre, de la pollution, etc. Personne ne leur dit rien. Je veux dire, oui, alors c'est terrible, mais comme on ne peut rien leur dire, parce qu'ils disent, vous êtes bien gentils, vous avez votre frigo et tout ça, donc vous êtes contents, mais nous, on veut arriver au développement total comme vous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas sur fond de tout ça, cette hypocrisie tartufienne, quoi? Oui, mais alors normalement ça devrait sauter aux yeux, quoi. On se dit comment nos dirigeants devraient le voir, ça. C'est extrêmement fascinant. C'est pour ça qu'on peut que conclure c'est un phénomène idéologique ou religieux. Enfin, le communisme a mis longtemps. Là aussi, il avait comment dire, agrippé les élites. Vous voyez ce que je veux dire? C'était au niveau de l'État. Et donc on se sortait pas de cette situation. Mais vous avez raison. L'Europe est une des seules régions du monde, notre petite péninsule européenne, a diminué, avoir des résultats d'ailleurs nullissimes sur le CO2, parce que c'est vraiment des baisses très faibles qui n'ont absolument aucun impact. Donc on dépense des milliards d'euros, hein, ça se compte en centaines de milliards. Alors qu'on a besoin de 40 milliards pour les hôpitaux et ailleurs, et les SDF, enfin entre autres. Et ça n'a aucune espèce d'incidence. Donc l'Europe a décidé de faire l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va rejoindre sa cabane au fond des bois, d'accord? Mais quand il rejoint sa cabane, André, le reste du monde continue à fonctionner. Les bistrots sont toujours ouverts, n'est-ce pas? Les restaurants fonctionnent à plein régime. On rigole, on se marre, on essaye de vivre. Et c'est ce que fait le monde, en fait. Non, l'Europe a rejoint son ermitage. Mais du coup, elle n'aura aucun impact, puisque le reste du monde fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on n'est pas dans on n'est pas dans une planète européenne qui est comme la planète Mars, qui est à des millions de kilomètres. On est là, on est sur Terre. Absolument. Donc, c'était comme je dis dans le bouquin, c'est une... l'Europe mène une drôle de guerre avec de drôles de politiques, quoi. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc ça ne mènera jamais nulle part. Et en fait, il y a une révolte qui est en train de se produire. En fait, il faudrait revenir à l'environnement. Vous savez, le premier ministère de l'environnement, il s'appelait justement le ministère de la Nature et de l'Environnement, plus précisément. C'était Robert Poujade. Robert Poujade, ah oui, dis donc. Ça date, ça, ouais. Et donc... Et en même temps, on est passé au mystère de l'écologie. Et je pense qu'en fait, il faut revenir à la notion d'environnement. Et l'environnement, c'est encore une fois, je le répète parce que c'est pédagogique, c'est lutter contre les pollutions, les nuisances et les risques. Donc, c'est pas mettre les questions d'environnement en priorité, c'est corriger les effets pervers du développement, parce qu'il y en a toujours, hein, évidemment. Il faut diminuer, il faut atteindre ce qu'on appelle l'optimum de pollution, en fait. Retrouver l'équilibre, voilà. Même mental. Voilà. Je crois, Maud, nous avons... Oui, on accueille Sandrine qui nous appelle d'Évian. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, moi j'ai travaillé sur ce sujet dans les années 86. Excusez-moi, je vous entends, j'ai un retour, c'est difficile. Donc j'ai travaillé sur le sujet dans les années 90 et j'ai eu une prise de conscience par rapport à la compréhension générale, qui est que pour certains, la limite n'est pas la même que pour d'autres. Et par exemple, il y a certaines personnes qui vont vous dire on peut pas être à plus que 5 milliards d'individus, d'autres qui vont vous dire 20 milliards, etc. Mais on a tous une limite. Parce que si on dit on peut pas être 100 milliards de millions d'individus sur la Terre, bon bah là on est d'accord que c'est pas possible. Donc en fait l'intérêt ce serait aujourd'hui peut-être pour se comprendre, de se dire bon on va chercher à savoir quelles sont les limites de chacun. Est-ce qu'on veut être un certain nombre d'individus qui vivent avec la façon de vivre à l'européenne ou plus nombreux à vivre autrement, etc. Mais quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on accepte ou pas? Mais on a tous une limite et c'était ça vraiment qui n'existait pas dans les années 90 où on n'avait pas cette notion-là de on n'a qu'une seule planète. Mais à partir de là, on peut tout faire. Mais il faut juste réussir à discuter ensemble. Oui, on peut tout faire, mais malheureusement, quand vous dites on est 6 milliards d'individus, je me demande s'il n'y a pas 6 milliards d'opinions différentes, et c'est tout le problème Bertrand Liot. Oui, alors non, c'est intéressant la notion de limite, parce qu'effectivement, tout repose sur la question de limite. Ben oui, on dit, parce que jusqu'à quand on peut... Voilà, c'est ça. Mais une limite est réelle quand elle s'impose à nous. Tant qu'on peut se développer, tant qu'on a de l'énergie à dépenser, etc., je veux dire, elle est où la limite? Donc en fait, l'écologie, parce qu'elle pense qu'il y a cette crise-là, elle finalement, puisque les limites n'arrivent pas à s'imposer à nous, elle invente des limites administratives.
Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple les ZFE, typiquement, ou les limites... les ZFE, là, les zones à faible émission. Les normes, réglementations, c'est toujours fixer des limites, mais toujours un peu arbitraires sur certains sujets, comme les 2,5 degrés à pas dépasser, etc. Et donc, et puis sur la population mondiale, le Club de Rome, vous savez, qui pensait qu'il y aurait une grosse catastrophe dans les années 70. Il y avait on était quoi, 3,5 milliards millions d'habitants, je le dis dans le bouquin. Milliards d'habitants. Ouais. Et aujourd'hui, on est, je crois, plus de 8 milliards. Ouais. Et il ne s'est rien passé de dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est d'ailleurs assez fascinant, rétrospectivement. On pouvait s'inquiéter, je suis d'accord, mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé, l'augmentation de la population s'est fait tranquillement. Alors évidemment, on a bouleversé un peu les paysages. Il y a eu plus de pollution et de nuisances qu'il faut corriger. Mais plus vous avez un pays riche, plus vous corrigez les nuisances et les pollutions, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, on va en parler d'ailleurs, parce que n'oubliez pas qu'une autre des croyances les plus fortes, c'est que c'est l'homme qui pollue, bien sûr. Oui, mais c'est l'homme aussi qui dépollue, quoi. Oui, c'est ça. Mais on ne parle que de l'homme qui pollue. Oui. On ne parle pas de l'homme qui dépollue. Nous avons, je crois... On donne la parole à Philippe, qui appelle de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Alliot. Bonjour. J'ai deux questions et puis un petit clin d'œil tout à l'heure. Oui. D'après vous, vivre et défendre une écologie est-elle encore envisageable à l'époque de René Dumont? Ça, c'est une première question. Alors, je mets écologie-économique. Hein, c'est intéressant. Et par contre, quelque chose d'assez précis, Monsieur Alliot. Existe-t-il vraiment une antenne secrète allemande au sein du ministère de l'écologie pour le lobbying éolien? Et là, il faut vraiment trancher, vous devez le savoir. Alors, nous sommes entre nous. Oui, non, mais attendez, je vais juste répondre à je ne sais pas si Bertrand Alliot sait, mais ça, c'est quelque chose qui a été enquêté, affirmé par Fabien Bouglet, que nous avons reçu à plusieurs reprises, et qui a affirmé, et je peux dire qu'il n'a pas été démenti, ni qu'on l'a poursuivi, qu'il y avait une antenne, effectivement, disons, du gouvernement allemand, effectivement, au sein du ministère de la Transition écologique française, au niveau de, vous savez, il y a eu l'offensive antinucléaire à un moment donné, et puisque l'Allemagne a décidé, comme vous le savez, de ne plus avoir une seule centrale nucléaire, il fallait que la France prenne cette option. En tout cas, la question que vous posez, en tout cas Fabien Bouglet, qui a enquêté, a répondu par positif. Maintenant, si vous voulez ajouter... Oui, non, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Par contre, je voudrais rebondir sur René Dumont. C'est un exemple intéressant, un peu comme le Club de Rome. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il s'était présenté le premier candidat écologiste à la présidentielle en Oh, 1974. tout à fait, le premier, et absolument. On peut voir sa vidéo. Ça fait 50 ans, mais non, sur pas plus de 50 ans. Internet, il avait ce verre d'eau comme ça. Et il disait, voyez, avant la fin du siècle, on manquera d'eau, a-t-il dit. Avant en 74. Vous pouvez regarder cette vidéo fameuse. Eh bien, c'est comme le Club de Rome. Il avait le verre d'eau et il disait on n'aura plus d'eau. Il finit son truc en buvant le verre d'eau qui manquera avant la fin du siècle. Alors, c'était le 20e siècle, bien sûr. Oui, bien sûr. L'eau, je voudrais dire à René Dumont et à tous les écologistes, l'eau n'a pas manqué. D'accord. Donc René Dumont, c'est un scoop, ça. Oui, René Dumont s'est trompé, de même que beaucoup finalement de gens qui annonçaient l'apocalypse. Al Gore aussi, en recevant son prix Nobel, a dit en 2014 probablement qu'il n'y aura plus de banquise au pôle Nord. Eh bien, il y en a aujourd'hui 8 millions de kilomètres carrés, ce qui fait 8 fois la surface de la France. Ah là là, vous désespérez, Bertrand Alliot, quoi. Le réel frappe à la porte et vous le laissez rentrer. Je suis un rassuriste. Un rassuriste, absolument. On n'a personne d'autre. D'accord, non, je voulais savoir parce que... alors justement, je voudrais qu'on continue à parler de ça, Bertrand Alliot, par rapport à, effectivement, ce qui est en train de se passer. On parlait du balancier qui bouge, quand même. Oui. Il y a un retour de balancier. Et comment vous le définissez? Comment on peut l'appréhender? Et concrètement, peut-être preuve, quel témoignage vous avez de retrouver peut-être de la volonté de retrouver un certain équilibre? Effectivement, je finis mon livre sur une partie qui s'appelle l'affaiblissement de l'écologie et finalement ce que je pense qu'il y aura un retour à l'environnement. En fait, si vous voulez, l'affaiblissement, l'écologie, c'est de mettre on met en scène une crise, d'accord ? Mais cette crise est spéculative, on ne la voit pas arriver, vous voyez, donc on ne s'adapte pas d'une certaine manière, c'est très difficile d'avoir des politiques, on veut des politiques de décroissance, on n'arrive pas vraiment à les mettre en place, donc on a des trucs de décroissance molle. C'est un peu bizarre cette situation. Oui. Et donc, par contre, qu'est-ce qui va mettre fin à ce délire ou ces exagérations écologiques? Ce sont les vraies crises qui arrivent.
précisément. Des crises, pour le coup, où il va falloir qu'on s'adapte. Donc ça va être pris. La crise financière, évidemment. Par exemple, l'appauvrissement des Français, qui ont de plus en plus de difficultés dans leur quotidien. Et donc, quand ils voient arriver les normes, alors ça, je parle pour les agriculteurs, pour l'industrie, parce que tout le monde dépend de l'activité économique, bien sûr. Donc cet appauvrissement, comme on est dans des carcans normatifs, il va falloir qu'on les fasse exploser. Vous voyez, les ZFE, il y a eu un excellent travail des députés qui va être déconstruit par les députés de macronistes. C'est incroyable ce qui se passe. Ils vont refuser toute la loi parce que la loi permettait aux ZFE, enfin, on supprimait les ZFE, comme ils ne sont pas d'accord avec la suppression des ZFE, ils vont alors refuser. que cette politique est une horreur, est un scandale incroyable. Enfin, on rejette les pauvres, les gueux, comme disent certaines, des centres-villes, quoi. C'est absolument scandaleux. Et donc c'est pareil. Pour les agriculteurs, il y a des normes de façon incroyable. Maintenant, dès que vous avez un castor qui se porte très bien, et j'annonce que dans quelques années, il y aura une régulation du castor, tellement il va poser de problèmes. Ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire. La 69, c'est pareil. L'autoroute 69. Les pouvoirs publics ont décidé. J'ai l'impression quand même un consensus local. Eh bien, on détruit, etc. Donc, vous avez le retour, si vous voulez, la crise financière, la ruine de l'État, qui va nous obliger à nous adapter à une crise réelle, celle-là. Et on pourra ajouter le contexte international de guerre, bien sûr. Parce que, vous savez, c'est peut-être pas fini ce qu'on est en train de vivre, et on peut vivre des événements qui sont pas forcément plaisants. Beaucoup plus forts, bien sûr. Et donc l'investissement qu'on met, les milliards d'euros qu'on met sur un sujet qu'on ne réglera jamais, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, enfin franchement, si vous croyez qu'avec vos petits gras musclés, vous allez régler ce problème-là, eh bien ces milliards-là, il faut absolument qu'on les mette sur d'autres sujets qui va pouvoir faire en sorte d'améliorer notre quotidien, quoi. Non mais c'est ça, Bertrand Alliot, qui est incroyable. On met des centaines de milliards sur quelque chose dont on sait, dont ils savent, et c'est là où vraiment il y a un problème psychique, où je ne sais pas quel problème il y a développé, à part les problèmes des conflits d'intérêts, ça évidemment, ça existe, alors qu'ils savent qu'ils ne le régleront pas, puisque les 3/4 de l'humanité ne sont pas du tout dans cette démarche-là, religieuse, en tout cas circonstancielle, ils ont autre chose à faire. Et c'est quand même je dirais pas un suicide collectif, mais on peut se poser la question. Ouais, et donc mon sentiment, c'est que ça va craquer, quoi. Et on est en train, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en Europe et en France en particulier? C'est un basculement, on le voit bien. Hein. On voit bien les trois partis de l'Assemblée nationale. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un changement. Aujourd'hui, tous les partis de droite sont quand même sur une position assez dure sur le pacte vert, qui est vraiment l'instrument de la décroissance en Europe. Le Parlement européen est en train de changer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça tire de tous les côtés, et je pense que le basculement va arriver. Et je pense qu'on reviendra finalement à des politiques plus raisonnables de l'environnement, et on reverra apparaître les mots qui ont disparu. Parce que ce mot environnement a totalement disparu au profit de l'écologie. C'est le ministère de l'écologie aujourd'hui, vous savez. Oui, bien sûr. C'est pas le ministère de l'environnement. Eh bien, moi, je promeus ce ministère de l'environnement qui sera beaucoup plus raisonnable. Mais Europe Écologie, les Verts vont encore vous hégémonie. Vous voulez pas mettre Europe Environnement les Verts, quand même. Oui, ça c'est. Non, mais eux resteront des écologistes. Mais je pense que l'écologie va continuer d'exister, mais sera dans des petits cercles finalement. Un peu, vous savez, comme quand vous avez des phénomènes religieux très très forts. Eh bien, après, vous avez des orthodoxes ou des ce seront les mormons de l'écologie, de l'environnement. Oui, c'est ça. Vous avez des survivalistes. C'est pas d'ailleurs inintéressant comme démarche. Bien sûr. Mais au moins, les survivalistes, c'est ce que j'appelle dans le livre. Il y a le salut public dont j'ai parlé, et il y a le salut privé. Et les survivalistes, ils organisent leur salut privé. Oui. Mais alors, l'avantage avec eux, c'est qu'ils emmerdent pas le monde, quoi. Hein, vous avez vu d'ailleurs, c'était Yves Rocher, je crois. Yves Cochet. Yves Cochet, pardon, Rocher. Yves Cochet qui s'était réfugié. Il est cité dans le livre. Et alors, il m'avait dit, à la terrasse d'un café, parce que je l'avais invité il y a une quinzaine d'années à faire à l'université une intervention, il m'avait dit, mais vous savez, il n'y aura pas de Jeux Olympiques en 2012. Ah bon? À Londres, à cause des problèmes de pétrole, etc. Il m'a dit, j'ai même parié des caisses de champagne sur ce sujet-là. Vous voyez, donc on a dit le Club de Rome, on a dit René Dumont, et on a dit Yves Cochet. Ça fait 3 exemples. Et on a dit aussi Al Gore. Vous voyez, c'est cette annonce, ça s'annonce toujours, mais il faut un peu arrêter de se... Vous voyez, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont dit ça, qui a été... Enfin, les faits leur ont donné raison, évidemment, enfin... On peut rigoler là-dessus, mais je veux dire, mais ils n'ont pas été... D'abord, ils n'ont aucune autocritique. De même, ça n'en parlons pas, mais même les autres.
Rien. Oui, Je veux oui, dire, oui. pas un mot, pas une contre-offensive en disant arrêtez le délire, quoi. Oui, sur le nucléaire aussi, par exemple, c'est assez spectaculaire. Hein, les Verts, mais aussi le gouvernement. Monsieur Macron qui a dit qu'il n'avait pas de leçon de recevoir d'écologie récemment. Bien sûr. Ouais. Bon, il avait dit quand même il n'y a pas très longtemps, on va diminuer à 50%. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a une domination culturelle de l'Allemagne à un moment donné, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, mais l'Europe était dominée finalement par les Allemands. Et là, c'est peut-être en train justement de se modifier. Mais voilà pourquoi, à mon avis, l'écologie va perdre en puissance, parce qu'aussi on en a marre de ce discours apocalyptique. Les discours, si vous voulez, les histoires nous fatiguent à un moment donné. Heureusement. Donc on a besoin de passer à autre chose. Heureusement que la réalité un peu montre le bout de son nez, qu'à un moment donné, on peut pas l'éviter, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Vous savez, c'est le narratif et le réel. Et sans ça, et le narratif écologique, punitive, apocalyptique et messianique a vraiment régné pendant 30 ans, hein, on peut se dire 40 ans, et là ça bouge. C'est en train de bouger. On va continuer d'en parler. 0826 300 300 après cette petite pause. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. On est en ligne avec Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour Monsieur Berkhoff. Bonjour votre invité. Vous êtes vraiment, votre présence est indispensable, Monsieur Berkhoff. Merci. Voilà, justement, à propos des éoliennes, les centrales, les deux usines de Fessenheim, fermées par Monsieur Hollande, produisaient, paraît-il, autant d'électricité que toutes les éoliennes. Bon, voilà, c'est un petit détail. Bon, la question, une des questions, il y en a tellement. À M. Alliot, voilà. Premièrement, beaucoup disent que le nombre de forêts, la forestation dans le monde diminue. Alors, est-ce que c'est vrai? Et deuxième question, Madame Agnès Vannier-Molinier, qui est une financière indépendante, très spécialiste, a estimé qu'on pourrait en France exploiter le gaz de schiste. Voilà mes deux questions. Ah oui. Intéressant. Alors, Bertrand Alliot, première chose, effectivement, parce que on pourrait dire aussi, c'est vrai que il y a des problèmes en Amazonie. Ils ont déforesté à mort en Amazonie. Je dis pas que c'est fini, mais enfin, il y a eu quand même, faut le dire aussi, qu'il y a eu je dirais que l'homme n'a pas toujours été de bons conseils et de bons allois sur la terre. Et il y a eu beaucoup de choses assez, je dirais pas dégueulasses, mais peut-être pas très bien, mais effectivement, déforestation, donc est-ce qu'il y a une diminution ou pas? Alors, dans le monde, effectivement, il y a une déforestation, notamment dans certaines zones tropicales notamment, mais parce qu'aussi il y a une augmentation de la population dans ces zones-là, et donc ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de mettre en culture certains terrains, ce que nous, on a fait en Europe. Je vous signale que nous, c'est ce qu'on a fait, on a transformé certaines forêts en bocage. Le bocage est devenu quelque chose d'incroyable pour les écologistes ou pour les environnementalistes, un truc vraiment à protéger. Mais comme dit Christian Lévesque, qui est un ami, le bocage, c'est une forêt dégradée. Et donc, vous voyez, encore une fois, c'est d'accord, mais est-ce que c'est pour autant la fin du monde, ou est-ce que c'est un problème existentiel qui va nous créer énormément de problèmes? Et qu'on aura à résoudre. Et voilà, comme par contre, il faut rappeler qu'en Europe, qui est quand même un pays développé, on peut estimer que des pays en voie de développement vont finir par nous ressembler au niveau d'organisation du paysage, etc. Eh bien, vous avez une augmentation de la forêt assez significative en Europe. En Chine, ça commence aussi à revenir, etc. L'augmentation des territoires forêts. Très net en Europe. Ouais. Alors, par exemple, il y a un truc que vous pouvez faire, une expérience très très simple. Vous regardez les photos en noir et blanc de votre coin. C'est toujours spectaculaire. Vous voyez la photo en noir et blanc, il y a beaucoup moins de végétation que sur la photo récente. Ah bon? Mais oui, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'agriculture, d'animaux notamment qui broutaient, etc. Ah le territoire était beaucoup plus... Aujourd'hui, il y a une déprise agricole très très forte en Europe. Donc la forêt regagne du terrain, c'est ça? Beaucoup, et d'ailleurs, ça change certaines espèces. Par exemple, l'hirondelle n'est pas une espèce de forêt, donc forcément, ça va les faire diminuer aussi. Comme spécialiste des oiseaux. Absolument. Oui, alors la seconde... C'est sur le gaz de schiste. Sur le gaz de schiste. Effectivement, la première question du gaz de schiste, c'est pas faut-il ou pas... La première question à se poser, c'est est-ce que nous en avons besoin? Première question. Alors attendez, moi je peux vous répondre tout simplement. Nous importons aujourd'hui du gaz de schiste des États-Unis. Donc a priori, nous en avons besoin. A priori. Donc la deuxième, si on en a sur notre territoire, pourquoi s'en priver? On peut essayer d'exploiter le gaz de schiste dans certains endroits, le faire avec des politiques environnementales qui permettent de ne pas faire n'importe quoi et de diminuer la pollution, etc.
Mais, enfin, vous voyez, c'est une hypocrisie absolument incroyable. Et en plus, ça va créer, évidemment, ça va jouer pour la réindustrialisation de la France, quoi. Et pour notre autonomie, notre souveraineté. Mais on s'empêche de le faire pour des raisons complètement débiles. Première question, en a-t-on besoin? Si oui, eh bien, on ne va pas s'en priver de l'exploiter, évidemment. Mais ça, c'est... Non, mais vous pointez du doigt vraiment encore une des hypocrisies assez lamentable, c'est qu'on importe, on le sait, on le sait, on l'a dit depuis la crise, depuis 2022, enfin de Russie-Ukraine, on importe du gaz de schiste très cher. Et puis vous savez combien de pollution les méthaniers qui traversent les océans, effectivement. Alors, mais ça on n'en parle pas. Voilà, donc c'est bizarre d'avoir des ressources et de ne pas vouloir s'en servir. À partir du moment où on en a besoin, ce studio, enfin, je pense qu'il a été fait avec beaucoup de matériaux pris dans la terre. Vous voyez, les gens sont dans un univers. Alors qu'est-ce qu'on retourne dans la forêt, quoi? Oui, non, c'est vrai. Non. On fera ça sur un arbre comme ça, avec des lampes à huile en guise de micro. C'est quand même notre bonheur matériel, en tout cas, est lié à ça, à ces extractions. Et encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de carrières en France. Ouais. Notamment dans le Cantal, chez moi, il y a des carrières de diatomites. Très belle carrière de pierre. Diatomite. Ouais. C'est quoi le diatomite? C'est une petite. C'était des micro-organismes qui servent à absorber ou à filtrer des éléments. C'est très utilisé, même dans des produits très écologiques. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de carrières. À un moment donné, elles sont exploitées pendant 20, 30 ans. Et après, elles reviennent à la nature, ces carrières-là. Vous voyez, c'est jamais définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de carrières, d'ailleurs, qui sont de granulats, près des rivières, qui ont été transformées en véritables paradis pour les oiseaux, utilisés aujourd'hui par les ornithologues. D'accord, qui ont fait des centres pour aller les observer et tout. Donc une carrière, alors c'est terrible quand vous avez une maison de campagne et qu'on installe une carrière à côté de chez vous, vous avez les boules, je suis d'accord. Mais il faut comprendre que ça va durer 20 ans peut-être, et puis après ça va revenir à la nature. Oui, je pense que le propriétaire de la maison ne va pas vous écouter là-dessus. Mais on peut comprendre sur le fond. Non, mais il a raison, mais après il y a l'intérêt supérieur de l'État. Bien sûr. Il faut qu'on ait l'expérience collective de toute façon. Voilà, des matières premières, quoi. Donc, en fait, ce que vous dites quelque part dans votre livre, Bertrand Alliot, revenons à la raison, quoi. Revenons à une certaine raison, ou à un certain rationalisme au bon sens du terme. Oui, alors, dans mon livre, finalement, j'explique de façon simple ce qu'est l'écologie, en fait. Comment on peut la comprendre, notamment face à l'environnement, face à quelque chose qu'on a appelé le développement durable, dont on ne parle plus du tout. Vous voyez, j'essaye de montrer comment tout ça est arrivé chez nous, comment ça s'est... Oui, comment ça a rencontré du succès. Oui. Et j'essaye de décrypter de façon très simple. C'est à la fois pour les écologistes, qui s'étonnent parfois qu'on n'ait pas des politiques assez puissantes, mais c'est aussi pour les ennemis de l'écologie, ce livre, pour comprendre un peu pourquoi elle a eu tant de puissance, elle a gagné, etc. Puis pour tous les gens qui s'intéressent, notamment tous les gens qui sont à Sciences Po, par exemple, c'est une espèce de que sais-je en plus flamboyant sur l'écologie, vous voyez ce que je veux dire, et avec un retour aussi sur... à la fin, en tout cas, cette espèce d'analyse, pourquoi je pense qu'elle va perdre en puissance, mais je ne suis pas le seul à le dire, finalement, et qu'on va revenir à des choses plus raisonnables. Mais vous croyez qu'on va écouter un écolo traître? Est-ce qu'il se repent de temps en temps, cet écolo traître? Écoutez, non, je ne me repens plus. Là, c'est terminé. J'ai eu trop de malheur pour me repentir. Non, j'assume d'être... Vous persistez, vous signez. Oui, alors par contre, ce qui est fascinant, c'est ça, André, c'est qu'un profil comme le mien, qui vient du sérail, ben oui, en plus, ce que je veux dire, il n'y en a quasiment pas. Et ça, c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des gens qui ont eu le même genre de parcours que moi, qui rejoignent un peu cette critique de ce qui est devenu l'écologie. Ça existe dans certains pays, Schellenberger, par exemple, aux États-Unis. Il y en a aussi un ou deux en Angleterre, mais très peu en France. Et j'attends qu'on me rejoigne. Vous savez, je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Action Écologie aussi. Et donc, on essaye d'avoir un discours un peu différent. Et voilà, donc... écoutez, en tout cas, c'est bien d'avoir des gens du sérail, comme vous dites, parce que simplement, ils savent ce dont ils parlent. Donc, lisez le bouquin de Bertrand Alliot, vraiment lisez-le, comprendre l'incroyable écologie. Analyse d'un écolo traître, mais vous savez, de temps en temps, il faut savoir être traître, dans le bon sens du terme, pour amener l'église au milieu du village. Et la préface de Chantal Delsol, que nous aimons beaucoup, que je vais recevoir dans les prochains jours, d'ailleurs.